Bonjour à tous. Dimanche dernier, on fêtait le 27e anniversaire de la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est un traité de l'ONU qui est composé de 54 articles pour la protection des droits de l'enfant et qui a été ratifié par 196 pays. Mais est-ce qu'on sait réellement ce que c'est que la Convention internationale des droits de l'enfant? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça a servi à quelque chose? Ça a eu un impact aujourd'hui? Est-ce que les pays qui l'ont signé appliquent les articles qui y sont édités? Alors pendant une heure, on ne va pas vous balancer des chiffres, des statistiques à longueur de temps. C'est pas le but. Ce qu'on veut réellement, c'est de vous ouvrir à différents regards qui sont portés aujourd'hui sur l'enfance et qui sont des véritables trésors. Parce que ce sont des témoins de si cette convention a eu un impact ou non sur le monde d'aujourd'hui. On a tous une manière très différente de regarder l'enfance. Vous allez la regarder d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire l'enfance en général à travers le monde, ça va pouvoir évoluer en fonction du pays. Vous allez la définir aussi d'un point de vue assez singulier, en fonction de vous. C'est ce qui vous définit aujourd'hui, c'est ce qui vous rend unique. Puis cette enfance, elle va varier au cours du temps. Si vous preniez il y a 50 ans, vous demandiez à les personnes de définir ce qu'était l'enfance pour eux, c'est certainement pas la même chose qu'aujourd'hui. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que c'est réellement pas pareil en fait. On a l'habitude d'entendre des discours très lourds, assez tranchants sur la protection des enfants, les droits des enfants à travers le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas le but. On va vous parler des enfants, on va vous parler des regards qui sont posés sur eux, mais de manière à vous questionner. Vous aurez des intervenants aujourd'hui dont le métier est d'aborder l'enfance. Des photographes qui ont vu leur technique évoluer à mesure que la société a fluctué, que les sujets aussi ont grandi, sont passés par des phénomènes de société. Vous avez aussi une personnalité du monde géopolitique qui a travaillé de nombreuses années aux côtés d'UNICEF et qui va vous permettre d'apporter son expertise en matière de droits internationaux, droits juridiques, protection des enfants à travers le monde. Donc je vous le répète encore. Le but, ce n'est pas de vous apporter plein de chiffres, de vous montrer que certes, il y a des choses qui ne vont pas aujourd'hui encore, mais qu'il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Et que vous pouvez encore les faire avancer par votre regard que vous portez sur le monde d'aujourd'hui. Donc voici le déroulé de la conférence qui s'intitule « L'enfance à travers un objectif photographique, politique et social ». L'objectif photographique sera présenté tout d'abord par Mme Sophie Anita, qui est photographe à Paris, et ensuite par M. Bernard Ciancia, photographe de Grenoble. L'objectif politique et social sera quant à lui repris, notamment dans l'explication de la Convention internationale des droits de l'enfant, par Mme Paulette Préambeau, secrétaire générale d'UNICEF France. Je vais maintenant laisser la parole à Mme Sophie Anita, qui a accepté aujourd'hui de venir gracieusement et bénévolement, comme tous les autres intervenants, et nous lui remercions pour cette déplacement. Donc déjà, je remercie l'école Polytech Grenoble, en partenariat avec l'UNICEF, de leur invitation, qui m'a motivée à conceptualiser mon travail sur l'enfant. En fait, je travaille donc sur l'enfant depuis 25 ans. Et l'idée, c'est de penser, quand on photographie un enfant, c'est déjà de penser l'enfant dans lequel il est, et aussi le cadre dans lequel il est photographié, pour qu'il puisse devenir le créateur de son histoire. Et en fait, ce nouveau logo, je viens de le concevoir, et l'idée, c'est de montrer en fait à travers Internet tout le travail que je fais sur l'enfant que je vais développer maintenant. Dès que j'ai reçu mon premier appareil photo à 9 ans, donc l'âge de cet enfant sur la photo, j'aimais beaucoup photographier les enfants au sein de ma famille et lors de voyages. C'est à la naissance de ma fille, Cécile, qui est sur cette photo aussi, que j'ai décidé d'en faire ma profession après avoir travaillé donc, dans la publicité et avoir fait une école de commerce. La photographie en fait, d'enfant m'a aussi amené à m'intéresser à la psychologie de l'enfant
Et les photographies donc, que je vous présente dans le cadre de cette exposition représentent en fait mon travail sur les 25 dernières années. Et actuellement, je focalise ma recherche plus particulièrement sur le jeu de l'enfant, à la fois en photo et en vidéo. Donc je vais vous expliquer un peu le contexte de la prise de vue en studio et aussi le cadre nécessaire pour permettre à ces photos qu'elles soient réalisées. Et je vous expliquerai un peu ce qu'est le photographe en fait, dans le cadre d'un studio, un peu comme un metteur en scène. Même s'il y a beaucoup de spontanéité, il y a aussi quelque chose, un travail derrière avec l'enfant. Enfin, je conclurai sur une séquence vidéo sur le jeu de l'enfant. Donc le paradoxe en fait, d'un travail avec l'enfant, en studio, c'est de motiver le jeu de l'enfant, bien qu'il soit en fait dans une forme d'appréhension, puisqu'il se retrouve face à un étranger. Et je travaille avec des enfants et des très jeunes enfants souvent. Donc, en effet, quand l'enfant il arrive en studio, il a l'impression d'être chez le médecin parce que les parents commencent par le déshabiller pour lui changer de tenue. Et l'angoisse est à son maximum, à la fois chez le parent et chez l'enfant, dans la mesure où les parents sont en attente d'avoir de belles photos pour lesquelles ils payent un certain prix. Et à la différence en fait de l'adulte ou du mannequin professionnel, on ne peut pas demander à l'enfant de répéter un mouvement sur simple demande. L'enfant, il ne va faire que ce qu'il désire. Donc l'idée, c'est la prise de vue avec l'enfant, c'est de le motiver à jouer et de travailler en fait avec lui dans un minimum de temps pour capturer l'émotion dans le mouvement. L'éthique, donc moi mon éthique personnelle, parce que j'ai travaillé aussi dans la publicité pour réaliser des photos, et je pense que ce qui est important c'est de penser qu'un enfant, ce n'est pas un adulte en miniature, mais un être humain en devenir, digne d'être respecté, c'est-à-dire respecter son rythme et respecter aussi sa manière de s'exprimer et respecter aussi le fait qu'il a envie parfois d'arrêter tout simplement d'être photographié. Donc en fait je montre dès les premières photos, je montre à l'enfant en fait les photos que je réalise pour créer une vraie interaction avec l'enfant pour qu'il comprenne en fait l'enjeu de la prise de vue et pour qu'il ait envie de s'amuser avec son image. L'objectif, donc dans l'objectif de l'appareil photo, c'est de capturer l'enfant, symbole. Je travaille plus, pas vraiment au niveau, enfin je fais aussi des photos en reportage dans les voyages, mais ce que j'aimerais c'est de traduire plutôt l'enfant symbole, c'est-à-dire l'enfant symbole qui existe aussi dans chaque être humain, donc pour toucher en fait les évolutions de l'enfant dans l'adulte. Plus concrètement, en fait, j'essaye de saisir le langage de l'enfant qui s'exprime dans le jeu pour que l'adulte s'intéresse à ce jeu et que ce jeu le motive à entrer en interaction avec l'enfant. L'idée, en fait, c'est que toutes les dernières études au niveau de la psychologie de l'enfant montrent que l'enfant, en fait, il se construit à partir de l'interaction avec l'adulte. Ce qu'on appelle la néoténie, c'est-à-dire que c'est l'influence de l'environnement sur le développement de l'enfant. Donc plus qu'un simple cadre dans lequel on travaille, il s'agit de penser à trois choses importantes au niveau du cadre. Le cadre à la fois matériel, le cadre humain et le cadre interne. Le cadre matériel, ce sont déjà, l'idée c'est de motiver l'enfant, c'est déjà lui proposer des objets. En fait, c'est des objets qui sont des substituts de l'adulte, c'est-à-dire que l'objet déjà symbolise l'enfant, lui permet de se séparer en fait de l'adulte, même quand il est présent dans la pièce. Donc, on propose à l'enfant des objets symboles, des objets qui ne tirent pas trop vers l'univers enfantin, comme un téléphone, une chaise, un miroir, des bulles de salon. Au niveau du cadre humain, il s'agit de motiver au plaisir de jouer, de réfléchir les émotions de l'enfant. L'idée, c'est que l'adulte, il est en miroir de l'enfant. Donc l'assistant, c'est un peu la première personne qui entre en interaction avec l'enfant et qui lui parle, qui le rassure,
qui lui chante une chanson comme une mère pourrait le faire avec son enfant, une mère ou un père. Et il lui raconte une histoire. Ce qui marche très bien, c'est par exemple prendre une petite marionnette de nounours et jouer au jeu du caché-coucou. Ça amuse toujours beaucoup les enfants. Et l'idée, c'est qu'en fait, l'attention de tous les spectateurs de la scène, parents comme photographes et même assistants, vont permettre de suspendre aussi la rivalité qui peut exister entre plusieurs enfants, parce que les enfants peuvent venir seuls ou à plusieurs enfants. Et donc, il s'agit aussi de réfléchir au cadre interne, donc le plaisir de jouer et d'échanger, parce qu'en fait, dans le jeu, c'est une terminologie très vaste, mais dans le jeu, il y a toujours la partie création, construction, et puis la partie destruction. C'est les deux pôles du jeu. Donc l'idée, c'est d'aller vers le jeu création, c'est-à-dire que l'enfant puisse devenir... comment dire, que l'enfant soit motivé et ait du plaisir à jouer. Je pense que c'est vraiment la chose la plus fondamentale, et non pas qu'il soit dans une forme de répétition d'un jeu. Et donc en fait, comme au théâtre, le plaisir du public relance le jeu des acteurs, et il y a une vraie communication même des parents qui parlent à l'enfant durant cette prise de vue. Et donc au sein de la prise de vue se crée en fait une relation triangulaire. L'assistant motive l'enfant à jouer, l'enfant interagit avec l'assistant et le photographe capture la scène. Donc la troisième personne, donc ce photographe qui est finalement toujours un peu à distance de la scène, c'est le metteur en scène. Il noue la relation et s'accorde au rythme de l'enfant, c'est-à-dire qu'à la différence de l'assistant, le photographe a suffisamment de distance pour faire évoluer le jeu dans telle ou telle direction et pour donner des indications selon ce qu'il arrive à capturer avec son appareil photo. C'est lui en fait qui décide de motiver le jeu, de modifier le jeu, ou même de l'arrêter s'il sent que l'enfant est fatigué. Il s'agit vraiment au niveau du travail photographique. Moi je ne vais pas parler en termes techniques, je travaille avec un Nikon D4. La technique, ça vient toujours dans un deuxième temps, mais le plus important, c'est savoir ce qu'on veut représenter. L'idée, c'est de varier en fait les cadres pour ne pas entrer dans un reportage répétitif. Et personnellement, je photographie en fait des images fixes, comme si je racontais une histoire, comme si je capturais des images mouvement avec un appareil vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, mon travail dans la vidéo, mon travail en fait de photographe, j'ai été dans un premier temps aussi, j'ai fait aussi beaucoup de vidéos à la naissance de ma fille qui m'ont beaucoup influencée dans la capture photographique. Et donc je recherche l'émotion dans le mouvement plutôt que la pose qui fige l'expression, et va à l'encontre de l'identité de l'enfant dans la mesure où l'enfant exprime ses émotions par le langage du corps, par en fait le langage non verbal. Donc en fait le jeu, et ça les psychologues le disent, les premiers psychologues qui ont travaillé sur l'enfant, Mélanie Klein ou Winnicott, je vous conseille entre autres Jeu Réalité, qui est un livre très intéressant, explique qu'en fait le jeu est l'équivalent des associations libres pour l'adulte. Donc c'est un langage. Donc je conclurai en fait cette présentation en vous rappelant la citation de Saint-Exupéry qui dit que toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Alors, si vous photographiez des enfants, j'espère que vous vous souviendrez des paroles de Saint-Exupéry et que vous serez en relation avec l'enfant créatif qui vit en vous. L'idée, c'est pour être en relation avec l'enfant, il faut créer en fait il faut créer avec lui, il faut créer pour lui, pour le permettre d'exprimer ce qu'il a exprimé dans son jeu. Je vais finir donc cette présentation en vous présentant une petite séquence vidéo qui raconte le mystère des bulles de savon. Et ça, c'est un jeu qui marche à tous les coups avec les enfants, que ce soit des enfants autistes ou que ce soit des enfants qui ont une vie plus, j'aime pas dire le mot normal, mais plus adaptée. Et en fait, ces bulles de savon qui symbolisent un peu aussi l'éphémère de notre condition humaine. Voilà.
Donc merci beaucoup Madame Anita pour ce regard professionnel. Donc en matière de photographie sur ce qu'est l'enfance, quand vous voyez une photo, il y a un travail derrière. C'est pas simplement un cliché qui a été pris au hasard d'une circonstance. Quand on est professionnel de la photographie, il y a une idée qui germe avant la photo. Donc quand vous voyez des photos en face de vous, souvent elles reflètent aussi la personnalité d'une personne qui l'a prise. Ce n'est pas simplement un regard que vous portez vous-même, totalement innocent sur cette image. Donc maintenant, je vais passer la parole à M. Scientia, qui va aborder l'enfance en matière de photographie, mais plus humaniste, si je puis dire, plus avec un extrême dans certains propos. Bonjour, moi je suis un photographe sélectif, c'est-à-dire que je ne fais pas poser, je traîne avec mon appareil, je traîne mes yeux un peu partout, et il suffit d'une lumière, d'un regard pour que ça me mette en émoi et ça me permet de travailler. Alors je ne fais pas énormément de photos d'enfants pour des raisons simples, c'est que l'interprétation des images des enfants est souvent mal perçue. Et il y a un cadre juridique qui est lourd aussi derrière, donc ça me bloque un peu. Mais quand je bosse avec... j'ai un travail depuis quelques temps avec des enfants autistes, où je passe des matinées avec eux, où il y a des fois je ne fais pas de photos, parce qu'ils ne sont pas disponibles, parce que leur univers, ils ne nous laissent pas rentrer dedans. Donc du coup, ce jour-là, on est un témoin privilégié, mais on n'est pas acteur. Et puis il y a des jours par contre où on peut travailler. Et là, on arrive à faire des images assez intéressantes. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de travailler au contact des gens. Je travaille très près. Je travaille à moins d'1 mètre. Et donc je suis dans une relation forte avec le modèle. Et avec les enfants, il y a toujours un truc qui se passe. Le phénomène de jeu, comme disait Sophie tout à l'heure, c'est que du coup, c'est eux qui me font travailler autrement. C'est-à-dire qu'ils ont inversé le processus. C'est-à-dire qu'ils m'offrent des images, je les prends ou je ne les prends pas. Mais je ne fais pas poser. Surtout l'instinct. Hyper important. Pour moi, c'est très important. Donc l'image doit, elle, nous donner une envie. Elle doit, quand pour moi, j'ai besoin d'être acteur dans mon travail. C'est-à-dire que je ne veux pas subir l'image. Je ne veux pas avoir de commande. Je veux faire ce que je veux. Je suis un homme libre. Et libre, c'est aussi bien la façon de travailler. C'est une énorme importance pour moi. Donc, les enfants ont ce côté qui est marrant, c'est qu'ils vous posent des questions, des fois complètement hors de sujet, et du coup, ça vous donne un travail tout à fait surprenant. En ce moment, je travaille avec un collège, là, et j'ai des enfants de 9 à 12 ans, et très surprenants. Ils sont dans un quartier à la Villeneuve, vous connaissez, pour ceux qui sont de Grenoble, donc un quartier dur, et j'ai découvert des enfants assez extraordinaires, avec des réflexions, et puis avec un regard. C'est-à-dire que je leur prête mon appareil, ils partent avec, ils le règlent comme ils veulent, et ils font des images très très surprenantes. Et à un moment donné, il faut laisser le libre arbitre à eux. Les règles, pas important. La technique, elle vient après. Il faut s'effacer derrière cette technique. Si vous commencez à regarder votre appareil avant de faire les photos, achetez les cartes postales. Ce sera plus simple. Très important. Il faut, au moment où vous allez travailler, vous allez faire des images, il faut que ce soit l'instinct. C'est votre regard qui commande. C'est plus votre appareil photo. Je pense que vous êtes des jeunes, vous voyagez beaucoup, donc vous faites pas mal de photos, hein, tous. Vous faites des photos d'enfants, souvent à l'étranger. Mais très souvent, ces photos-là, vous passez devant. Vous ne regardez pas. Vous n'êtes pas impliqué dans votre image. Vous n'êtes pas impliqué parce que être photographe, c'est être dans l'image. C'est-à-dire que quand moi je pars en reportage, je peux partir pour faire un sujet qui doit durer 1 heure, je peux y rester 2 jours. Parce que je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Parce qu'il faut que j'aille plus loin. Toujours aller plus loin. Et savoir s'oublier derrière son image. Et travailler avec les enfants, ça demande encore plus l'oubli. C'est eux le sujet, c'est pas vous. On ne brille pas à travers ces images. Il n'est pas important d'être connu, il est important que les images soient connues. Et quand vous travaillez, quand vous faites des photos, que vous soyez professionnel ou amateur, la différence entre un pro et un amateur, il y en a un qui fait pour vivre et l'autre pour le plaisir. Et le plaisir, c'est ce qui est le plus important.
Donc, quand vous voyagez, quand vous faites un travail, essayez de penser autrement. Essayez de vous décaler par rapport à ce qu'on vous offre, ce qu'on vous montre. Si vous restez fixé sur ce que vous prenez en photo, vous allez rater les meilleures des choses. Par contre, regardez, observez, décalez-vous. C'est un côté un peu, on va dire, psychiatrique, quelque part, de dédoublement de la personne. C'est que physiquement, il faut vous sentir un peu à côté de vous-même. Et de se dire, mais c'est bien ce que je vois là, mais je fais la même photo que l'autre. Qu'est-ce que je peux apporter de plus à mon image? L'image est avant tout, moi pour dire, qui suis un vieux photographe maintenant, ça va faire 50 ans que je fais des photos, j'ai commencé tout petit, je suis une famille de photographes, j'ai un frère photographe, mes filles font de la photo, mes nièces, je suis le 7e photographe de la famille, vous voyez, donc je baigne dedans depuis toujours. C'est une drogue, moi il m'arrive d'avoir des manques, comme un drogué, comme un alcoolique, vous voyez, quand son verre ou son joint, moi des fois je tourne en ville pour trouver un truc à faire. Vous voyez, ça devient quand même, comme disent mes filles, faut que j'aille me faire soigner un peu comme de temps en temps, mais j'ai besoin d'images. Et ce besoin d'image est là que quand je fais un travail, il est fait, je suis content, je rentre, et le lendemain quand je le regarde, je me dis qu'est-ce que c'est mauvais, qu'est-ce que j'ai pas été nul, je vois que des fautes, parce que c'est l'image de demain qui me plaît, celle que je vais faire, celle que je vais penser après-demain, c'est pas celle que j'ai faite. Par contre, avec les enfants, on a toujours une sensibilité qu'on garde sur les images qu'on fait avec eux, parce que c'est des moments privilégiés. Alors vous êtes jeunes, vous n'êtes pas parents, moi je suis un papa gâteau, j'ai 2 filles qui ont à peu près votre âge, voire un peu plus, et quand je les regarde discuter, je les prends en photo, ça les emmerde complètement, hein. Elles hurlent, mais bon, moi ça me fait plaisir, ça reste toujours mes enfants, mes bébés, quoi. Mais voilà, c'est l'histoire qu'on fait avec eux qui est importante. Sophie travaille complètement différemment de moi, on n'est pas du tout dans la même approche de l'image. Moi j'ai aucune structure, c'est peut-être mon côté anarchiste qui ressort, mais j'ai besoin de prendre des risques, partir avec un appareil, une optique, des contraintes, la difficulté, il n'y a pas de lumière, c'est pas grave. S'il n'y a pas la lumière, je vais l'inventer. Voilà, je travaille comme ça. Alors, pour moi, c'est le principal. Merci beaucoup, Monsieur Sioncia. Donc, vous avez deux regards photographiques. Donc là, c'était assez axé sur comment l'image était retranscrite autour de vous. Maintenant, vous-même, peut-être que vous avez maintenant l'habitude de prendre des photos sur le téléphone. Ça, c'est beaucoup plus démocratisé, c'est très facile. Puis vous allez retranscrire justement une vision que vous avez sur un objet à travers les photos, avec Snapchat, ou, voilà. Ou avec un appareil photo numérique, typiquement. Donc vous avez eu un aperçu de comment une photo était montée. Mais maintenant, toutes les photos qu'on a eues jusqu'à aujourd'hui sur l'enfance, comment elles ont montré les évolutions de loi pour la protection des droits de l'enfant. Donc maintenant, nous allons aborder la Convention internationale des droits de l'enfant à côté de Mme Paulette Préandé, secrétaire générale d'UNICEF France. Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous. Je remercie beaucoup Marion, qui est bénévole à l'UNICEF depuis de longue date, avec la complicité de Marie-Noëlle Gagnepin, qui est la présidente du comité ici en Isère, là-bas, et accompagnée de Hélène Régnard, qui est chargée de l'engagement dans son ensemble, que ce soit des enfants et des jeunes. Et donc je suis vraiment très touchée d'avoir été mise à cette épreuve, parce que pour moi c'est une épreuve, mais c'est aussi un vrai plaisir, parce que vous rencontrez là un retour, comme chaque fois que j'interviens à l'université ou dans les grandes écoles, un vrai bain de jouvence que de vous rencontrer. Donc je compte sur vous pour partager mon engagement, et un engagement de longue date à l'enfant, à l'enfance, aux enfants, à tous les enfants, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent et quel que soit leur avenir. Une vie consacrée à l'enfance, c'est ce que j'ai fait tout au long de ma vie. Alors voyons, que je ne me trompe pas et que j'aille bien au bon endroit. Voilà. L'intérêt supérieur de l'enfant. Alors j'ai commencé par cette... Oh non, j'en ai un peu.
Juste, avant de... Je suis allée un peu vite sur l'intérêt supérieur de l'enfant, mais il faut rappeler quand même ce qu'est l'UNICEF. Je ne vais pas vous faire l'injure. Fonds des Nations Unies pour l'enfance, on ne va pas aller au-delà. C'est pas la peine de se créé en 1946 au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, pour ce qui est de l'UNICEF international, créé en 1964 en ce qui concerne l'UNICEF France. Et puis, la pierre angulaire de notre action, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Marion en a parlé, l'a présentée. Écrite, elle a duré très longtemps avant que l'on puisse arriver à ce texte-là, mais il est sorti en 1989. C'est une convention internationale qui a été adoptée à l'unanimité par le siège des Nations Unies pour l'UNICEF et qui a été signée et ratifiée par l'ensemble des pays de la planète, à quelques exceptions près, pour lesquelles on ne s'attardera pas. Et le point le plus important, ce qui me paraît, c'est pour ça que je l'ai mis en premier, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est un des 4 grands principes qui régit cette convention et qui apparaît dans le préambule de la convention. Avec bien sûr la non-discrimination, le vivre, survivre, se développer et le respect des opinions de l'enfant. Et comment on peut faire effectivement pour que cette convention, qui date maintenant de 27 ans, c'est ça que tu as dit tout à l'heure, 27 ans, comment elle peut être vue, adaptée, traitée actuellement dans le monde moderne dans lequel nous sommes, avec toutes les difficultés que nous rencontrons, et nous verrons tout à l'heure sur un certain nombre de points comment ça se passe. Donc comment, en définissant ces droits, j'ai repris grosso modo ce qui avait été établi, ou en tout cas un certain nombre des points que vous aviez évoqués par rapport à votre travail sur la photographie, les droits civils, les droits sociaux, les droits culturels, les droits politiques. On va les passer très rapidement, on va pas s'attarder énormément sur chacun parce que je vais finir par être très désagréable et très ennuyeuse par rapport à tout ce que vous avez vu tout à l'heure sur les photos, le plaisir que l'on prend à prendre des photos, à les regarder, à choisir son modèle, mais à l'oublier dans l'instant et à reprendre un autre. Donc je vais essayer d'aller vite pour ne pas vous barber trop. Les droits civils, quels sont-ils? Eh bien, on y va tout de suite. Voilà. Et on commence, dans les droits civils, on droit à un nom, une identité, une nationalité. C'est l'article 8, je ne vais pas vous lire tout ça, mais c'est vrai qu'il y a plus de 200 millions d'enfants au monde qui n'ont pas d'identité, et donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et des pays comme Madagascar ou la Côte d'Ivoire n'ont pas d'état civil. Et nous avons actuellement à l'UNICEF France un programme qui permet de financer cet enregistrement de l'enfant à la naissance par le biais d'une action que l'on conduit dans les écoles en confectionnant des poupées frimousse. Le droit à la non-discrimination, ça fait partie des 4 grands principes. Et donc, aussi bien en France que par le monde, tant que le regard de la société... Non, mais je me trompe, je vous dis des bêtises là. Bon, c'est pas bien fait mon affaire. Excusez-moi, j'ai cru que je m'étais trompée de diapositive, et c'est celle-là où on parle des enfants handicapés. Alors, il y a un va-et-vient entre ce qui concerne ce qui se passe en France, dans notre pays, et ce qui se passe ailleurs, par le monde. Hein. Et donc, un certain nombre de points sont bien sûr tout à fait louables et tout à fait se rejoignent complètement, mais c'est vrai que, je reviens effectivement, quand le regard de la société se posera sur le handicap avant de se poser sur l'enfant, l'exclusion et la discrimination demeureront, et le problème de la scolarisation des enfants handicapés, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est la loi de 2005, une loi de 2005 qui est actuellement remise presque au placard, puisque l'ensemble des fonds qui avaient été prévus, en particulier pour l'accession des jeunes ados à l'université ou dans les grandes écoles en situation de handicap,
tout ce fonds-là a été reversé, non pas pour eux, mais pour la sécurité dans les universités et dans les grandes écoles. C'est un vrai souci. Bon, je passe à autre chose parce que si je me lance là-dedans, je ne vais pas en finir. Toujours dans cette première série, le droit à la vie privée. Alors, ça c'est quelque chose qui date maintenant, puisque déjà en 2010, on avait des jeunes représentants des sociétés autochtones de Bahia et au Brésil qui prenaient la parole à l'UNICEF, au siège de l'UNICEF à l'ONU, devant l'ensemble de l'Assemblée des Nations Unies, pour que la liberté d'expression, la parole, soit reconnue et utilisée et non transformée comme elle l'est à certains moments. En France, bien sûr, c'est l'image et la vie privée de l'enfant sur les réseaux sociaux, et vous savez mieux que moi, puisque vous êtes acteur, utilisateur, auteur de tous ces moyens dits modernes qui se généralisent, les risques encourus. Et les risques encourus, alors pour vous peut-être, tout ce qui concerne les harcèlements divers et variés, mais encore pire pour des enfants et des jeunes qui sont plus jeunes que vous et qui n'en ont pas la maîtrise aussi importante, et la protection est importante et doit être vraiment mise à très privilégiée auprès des parents et des adultes qui sont en charge de ces enfants. Les droits politiques, bien sûr, alors ton opinion elle compte partout. Le droit d'exprimer librement son opinion sur toutes les questions les intéressant. Alors évidemment que sur notre territoire, tout ce qui concerne les procédures d'adoption, les procédures de divorce, et puis aussi les droits d'adoption à partir d'un certain âge, puisque effectivement entre les adoptions qui sont sur des enfants extrêmement jeunes où on leur ne demande pas leur avis, mais sur des adoptions un peu plus lointaines en âge et où ils sont en capacité de donner leur avis, évidemment qu'on fait en sorte là. Mais aussi c'est écouter la voix des enfants dans les urgences, dans les conflits de tous ces enfants déplacés, mutilés, victimes de violences sexuelles et toute autre violence grave. Tout ça, effectivement, nous sommes confrontés actuellement à tous ces enfants qui arrivent de pays plus ou moins éloignés de nous, mais quelquefois à nos portes, qui sont contraints de quitter leur pays pour quelque raison que ce soit, et qui, la plupart du temps, sont privés de tout l'entourage, de l'attention qu'ils pourraient avoir auprès de leur famille. Et donc notre attention doit être extrême pour ce qui les concerne. Ça oui, liberté de pensée, de conscience et de religion, et justement dans ces situations d'enfants qui sont isolés, mineurs étrangers isolés comme on les appelle ici sur notre territoire en ce moment, dans ceux qui étaient à Calais jusqu'à il y a quelques jours, et qui sont actuellement répartis sur tout le territoire dans des centres d'accueil et d'information, évidemment que tout cela, ils sont sujets, ils peuvent être soumis à toutes les pressions et toutes les incitations en l'embrigadement, et l'embrigadement de toutes sortes, que ce soit d'un embrigadement religieux, politique, social. Donc ça fait partie des choses qui sont extrêmement importantes, qui nous peinent beaucoup par rapport à tous ces enfants vulnérables. Et parmi les 35 millions de migrants que nous avons actuellement, 1/6, 1 sur 6, à moins de 20 ans. Donc vous voyez ce que ça signifie en termes de millions. Et l'UNICEF sait, comme ce fut le cas au Soudan du Sud en 2014, enregistrer les enfants dans les espaces amis des enfants et réunifier les familles. C'est ce que nous avions demandé, alors je reviens sur le va-et-vient que je fais entre ailleurs et ici, c'est ce que nous avions demandé au gouvernement de la France dans les jours lorsque ces enfants étaient encore à Calais, de pouvoir entrer sur le camp, avoir un ordre de mission qui nous aurait autorisé à inscrire ces enfants, à les répertorier, de telle façon que nous puissions non seulement les connaître, les reconnaître, mais aussi pouvoir quelquefois reconstituer les familles. Parce que dans ces cas de déplacement d'enfants, il y a un dispersement des familles, un dispersement des amis, et quelquefois les enfants se retrouvent seuls, alors qu'en fait, ils ont à l'intérieur du camp un certain nombre de proches qui pourraient les accompagner.
Le droit d'être élevé par ses parents, bien sûr, dans le meilleur des cas, quel que soit le type de parent, évidemment. Mais il faut bien savoir que l'abandon forcé dans certains pays pour raisons économiques, la coparentalité difficile après séparation, ce sont des lieux communs, évidemment, mais il faut savoir que la pauvreté fait... C'est déjà la fin. J'ai pas tout à fait fini, je peux continuer encore un peu. Bon, je vais vite, allez. Donc la pauvreté qui est bien sûr la source de tous les risques qu'on fait courir à ses enfants, aussi bien en allant travailler qu'en étant enrôlés dans les groupes armés ou pour défendre leurs propres droits. Des droits sociaux, vous avez là le petit bus de l'UNICEF qui les transporte. Le droit de jouir du meilleur état de santé possible, alors bien sûr là aussi, la vaccination sauve 3 millions de vies chaque année. Grâce à la vaccination, Jean-Marie Dru vous l'a dit hier, la poliomyélite est pratiquement éradiquée. Et en 2015, aucun cas en Afrique, un progrès immense quand on sait les ravages que fait cette maladie sur l'avenir des enfants tant qu'elle ne les tue pas. Droit à la protection contre toute forme d'exploitation, plus d'1 milliard d'enfants. Non, ça c'est pas bon. Droit à la protection en cas de guerre, évidemment. Des droits culturels. Je vous ai mis sur les chemins de l'école. Le chemin de l'école, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est effectivement un film qui traite du chemin extrêmement dangereux que parcourent les enfants dans certains pays pour aller à l'école. C'est un film que je recommande évidemment et qui montre bien comment c'est difficile pour un certain nombre. Et que dire de l'éducation des petites filles. Et pourtant, quand on éduque une petite fille, on éduque un pays. En Guinée, en 2013, dans le cadre de Kindia, c'était une opération d'éducation des filles qui mettait en place le tutorat entre les enfants, les plus grands et les moins grands. Droit à une information appropriée. La protection doit être le maître mot dans toutes les circonstances, aussi bien avec les moyens modernes instantanés d'accès à l'informatique que dans les lieux les plus éloignés, géographiquement ou culturellement. Le droit au loisir, jouer c'est apprendre à vivre, le jeu et les sports ne peuvent plus et ne doivent plus être un luxe réservé à certains, à voir en France et dans les pays occidentaux, et dans les situations gravissimes où les enfants sont hébétés par ce qu'ils vivent au quotidien, urgence ou conflit, la première intervention, c'est de les mettre dans des espaces où ils ont la possibilité de jouer à des jeux simples, traditionnels, et de pouvoir s'exprimer par ces jeux-là et par le dessin. Et maintenant, le comité des droits de l'enfant de Genève, ça je ne peux pas faire l'impasse, il faut absolument que j'en parle. C'est un organisme de suivi et de contrôle de l'application de la CIDE. Évidemment que c'est le seul endroit où chaque pays qui a signé et ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant doit produire tous les 5 ans un rapport qui lui permet qui explique quelle est la situation de ses propres enfants dans son propre pays au bout des 5 ans parcourus. Et c'est donc un comité qui fait des recommandations, qui fait quelquefois des remontrances au pays sur la situation qu'ils font encourir à leurs enfants. La France n'échappe pas à cela, elle a été examinée au début de 2016 à Genève et il y a encore un certain nombre de points qui n'échappent pas. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, avec un rendez-vous bien sûr sur http://myunicef.fr où vous avez toutes nos informations. Et pour conclure, je voulais quand même rajouter que c'est extraordinaire, mais je ne pense pas que le regard que je porte sur vous, sur les enfants, est différent de celui que portent les 2 photographes que je remercie d'avoir été à mes côtés dans un monde complètement différent, un vrai contraste, une vraie opposition, mais une même direction, une même ligne de conduite. Je vous remercie beaucoup. Pour cette intervention. Donc il y a des faits sur lesquels on ne peut pas revenir. La Convention internationale des droits de l'enfant a été mise en place pour éviter qu'il ne se perpétue. Aujourd'hui, vous regardez au Niger, c'est le pays avec le plus haut taux de mariage de mineurs. C'est-à-dire qu'il y a 80% des jeunes filles qui sont mariées avant leur 18e anniversaire. Vous ne pouvez pas revenir dessus. Vous n'allez pas leur demander qu'elles reviennent 5 ans avant et qu'elles ne se marient pas. C'est fait. Mais on peut éviter
que ça se perpétue dans le temps. En communiquant sur la manière dont on perçoit l'enfant, en essayant de comprendre par les moyens de communication ce que veut réellement dire une image, est-ce que ça a été travaillé, pourquoi ça a été pris ainsi, pourquoi les conventions ont été mises en place. Elles ont donc eu un impact sur le monde d'aujourd'hui, mais il faut continuer. Ça n'a pas suffi. Il y a encore aux États-Unis, qui est un pays développé, des systèmes de réadoption absolument choquants. C'est-à-dire qu'un enfant, à partir du moment où il a été adopté, ses parents, d'un moment, ça ne correspond plus trop à ce qu'ils voulaient. Alors ils le mettent sur Internet, sur un marché noir, et puis il se fait réadopter. Pour environ 5 000 $, c'est pas très très cher. Et puis après, si les parents ils en ont marre, ils peuvent le faire adopter, etc. Et puis ça peut durer 5, voire plus de fois pour un seul enfant au niveau des réadoptions. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire sur le monde d'aujourd'hui au niveau de l'enfance. Il y a aussi beaucoup d'évolution, donc vous serez plus ou moins acteur sur la vision de l'enfance que vous aurez au fur et à mesure que vous allez grandir. Et il est important de la partager au sein d'établissements où les personnes se forment pour le monde de demain, mais aussi auprès de vos proches, de votre famille, ce que vous pouvez faire pour demain. Donc merci beaucoup aux photographes d'avoir participé à cette conférence, à Madame Paul Préambeau aussi, UNICEF, d'avoir été présent. Si vous avez des questions, nous allons maintenant passer au débat, aux interventions des étudiants. Vous pouvez vous adresser directement à eux, n'hésitez pas, c'est votre moment.